Cette fois-ci, à Autour de l'Histoire, il a été chanoine, enseignant, éducateur, intellectuel engagé, et pendant près d'un demi-siècle, il a voulu élever le Canada français. L'héritage de Lionel Groulx. Et c'est parti. Il faudrait que vous puissiez revenir. Messieurs, madame, bonsoir. Bonsoir. Gros morceau, Éric. Oui. Gros morceau, Lionel Groulx. Très, très gros morceau qu'on traite ce soir. Lionel Groulx, c'est un homme qui, d'abord, il faut le rappeler, la date de naissance est très importante parce que dans la mémoire collective, Lionel Groulx, on pourrait dire, c'est l'homme des années 30, des années 20, des années 30. Mais c'est un homme qui est né en 1878. 1878, juste pour faire image, c'est 8 ans après que le Vatican ait déclaré le pape infaillible. 1878. Donc c'est un homme qui arrive au 20e siècle, il a 22 ans. Donc il a été vraiment marqué, formé par beaucoup d'importants esprits du 19e siècle. Au Québec, on avait à l'époque l'évêque Louis-François Laflèche, Jules-Paul Tardivelle, des gens des ultramontains catholiques qui s'en référaient beaucoup au pape. Il a été très marqué par ça. Oui, Lionel Groulx, et c'est un homme qui va mourir très vieux, 1967, donc 89 ans. Lionel Groulx, c'est un enseignant, c'est un historien, mais c'est peut-être surtout un intellectuel engagé, un enseignant qui va enseigner au Collège de Valleyfield et à l'Université de Montréal, et qui va écrire énormément. Lionel Groulx, c'est 11 500 pages imprimées dans sa carrière. C'est énorme. Des livres d'histoire, des essais, des romans, on en parlera, des conférences, 29 ouvrages, donc, 56 nouvelles éditions, 26 réimpressions. Mais c'est aussi un épistolier, Lionel Groulx. On a recensé, on est en train de publier sa correspondance, c'est plus de 14 500 lettres à 3 737 correspondances. C'est un homme qui avait un énorme réseau, qui a eu énormément d'influence. C'est un historien et un intellectuel qui incarne, à bien des égards, le Canada français d'avant la Révolution tranquille. Il incarne dans les aspects que beaucoup d'intellectuels et d'historiens baby-boomers ont rejetés. Le Canada français clérical, évidemment. C'était un prêtre, un chanoine à partir de 1943. C'était le Canada français aussi qu'on a dit, on va en discuter, ethnique, donc conception de la nation, qui a été un peu rejetée avec la Révolution tranquille. Canada français aussi, on pourrait dire fataliste, la survivance. Il fallait survivre, alors que la Révolution tranquille, on dirait qu'il faudra s'affirmer. Donc, quelqu'un qui a été boudé, qui a été mal vu, ou contre qui on s'est positionné depuis la Révolution tranquille, mais par rapport à la génération du baby-boom, beaucoup d'intellectuels et qu'on redécouvre donc et qu'on redécouvre, justement, c'est ça qui est intéressant, on le voit autour de cette table, on a eu beaucoup de jeunes chercheurs qui n'ont aucun contentieux avec Groulx, qui ne l'ont pas connu, qui sont nés après lui, etc., et qui redécouvrent Groulx. Et qui ont produit il y a eu beaucoup de recherches depuis les années 90 sur Groulx, très intéressantes, sur toutes sortes de questions. Alors, pourquoi étudier Groulx? Je me permets, j'ouvre cette émission avec cette citation que je trouve intéressante de Julien Goyette, parce qu'il a tellement écrit, le bon chanoine, qu'il a même laissé une anthologie. Vous imaginez une anthologie pour regrouper, disons, un pensum. Et donc, pourquoi étudier Groulx? Julien Goyette, qui a préfacé l'excellente anthologie, donne une phrase intéressante. Il dit l'intérêt pour Groulx, comme pour tout penseur ancien, doit relever d'un désir d'en apprendre sur nous, d'une volonté de ne pas nous laisser enfermer dans le présent. Disqualifier Groulx, aux yeux de la mémoire collective, le gommer de notre héritage intellectuel, équivaut à faire de nous bien peu de choses, une société quelconque née spontanément de la Révolution tranquille. Donc, pour en savoir plus sur nous, pour savoir plus que nous avons été dans l'histoire, il faut évidemment étudier Groulx, qui domine... Commençons par le commencement. Comment un homme du 19e siècle en vient-il à être ce qu'il est? Qu'est-ce qui a fait que cet homme-là a tant écrit, s'est tant pris de passion pour son pays, pour sa nation? Qu'est-ce qu'il y a dans son parcours justifié cette force spectaculaire qu'il avait? On se lance. Personne ne veut se lancer là-dedans? Il y a un élément biographique que vous soulevez, qui est peut-être aussi la mortalité, une urgence. C'est ça. Si on part aux origines de Groulx, Lionel Groulx, il vient d'une famille pauvre.
une famille rurale, de paysans, donc il a appris à travailler très fort. Effectivement, il y a eu de la mortalité très jeune dans sa famille, comme beaucoup de familles paysannes de l'époque. Et puis, donc des frères et des sœurs qui meurent, un rapport au travail très difficile aussi, la pauvreté, une mère qui commençait ses journées de travail à 4 heures du matin pour les finir à minuit. Donc, élevé dans l'idée d'un dur labeur. Ça va influencer deux choses, moi, je pense, dans sa trajectoire. Ça va influencer, évidemment, son rapport au temps. Groulx, c'est un homme qui a le sentiment que le temps lui est compté. Quand on lit sa correspondance, même jeune, il a l'impression qu'il va mourir jeune. Il a été malade jeune aussi. Il a toujours l'impression que ça achève. Il va manquer de temps. Donc, un sentiment d'urgence qui l'anime. Il y a un sentiment d'urgence. Un sentiment aussi qu'il doit remplir le temps qui lui est imparti. Par exemple, déjà écolier, il écrit à sa mère pour lui dire tous ses bons résultats au collège. Et puis, il dit bien, je dis ça, c'est pas pour me vanter, mais c'est bien pour vous dire que tous les sacrifices que vous faites pour moi, c'est pas en vain. Donc, il y a comme une dette envers ses origines, cette idée de travailler fort, tout ça. Donc, ça influence, oui, son rapport au temps. Ça va influencer aussi ce milieu rural-là d'où il vient, sa façon de percevoir ses succès. Parce que il vient tellement de loin. Par exemple, je relisais le passage de ses mémoires où en 1931, il va enfin donner des cours à la Sorbonne. Et là, c'est le petit abbé qui vient de si loin. Puis avant d'entrer en Sorbonne, il se dit, est-ce que la salle va être vide? Puis là, il est inquiet. Puis il se dit, je me revois pieds nus, jouant dans la baie des Chenaux à Vaudreuil. Il est parti de tellement loin. Donc, toute sa vie, il va interpréter aussi son rapport avec ses origines, va beaucoup influencer sa façon de voir ses succès et les faire paraître beaucoup plus grands. Mais un homme ne se fait pas seul. Il y a eu des lectures, il y a eu des influences sur lui qui ont fait ce qu'il a été, ce qu'il est devenu. Comment a-t-il formé son intellect? Par quelle lecture? Parce qu'il s'est vraiment sorti du 19e siècle c'était un homme du 20e. Comment s'est-il formé? Par quel penseur est-il passé pour accoucher de lui-même? Peut-être un point là-dessus, si on reprend la chronologie, parce qu'en histoire, on passe assez vite aux thèmes, aux analyses. Puis on a raison, il faut analyser, il faut faire des grands thèmes, mais il faut aussi se cramponner à la chronologie. Donc, né en 1878, devenu complètement homme en 1900, c'est l'époque triomphante de ce qu'on a appelé l'ultramontanisme au Canada français. Il y a bien sûr des libéraux radicaux, il y a des libéraux modérés, mais il y a aussi dans le milieu de Groulx, le milieu des collèges classiques et puis le milieu clérical, c'est l'ultramontanisme. Alors, Louis Veuillot, le grand auteur français, est, je crois, décédé, mais son ombre continue. Il faudrait définir pour nos téléspectateurs l'ultramontanisme, parce que c'est un courant catholique qui est très conservateur, qui nous apparaît ultra-conservateur par nos critères d'aujourd'hui, mais qui se caractérisait par une très grande fidélité au pape, et notamment à une version très conservatrice de l'Église, l'Église de Pie IX. Et puis, c'était une idéologie qui s'érigeait un petit peu contre la modernisation, puis le libéralisme dans l'Église, là, vraiment, qui mettait Dieu et l'Église au sommet de la pyramide civile et sociale. Alors, Groulx... Et même au-dessus de la politique. Bien oui. Les ultramontains croyaient que, ultimement, le pouvoir, c'était le clergé, c'était l'Église, et c'était le pape, et que les politiciens devaient se soumettre. Lorsque le pape donnait un avis, il fallait s'y soumettre. La religion n'était pas une question privée ou intime, c'était une question pleinement publique. Alors, Groulx est là-dedans sans complexe. C'est un catholique triomphant qui ne se croit pas triomphaliste. Il se croit en plein corridor central du catholicisme. Alors, c'est son milieu. Sa grande source d'inspiration, c'est Rome. Mais il lit les auteurs catholiques français de prestige. Il lit aussi les catholiques plus romantiques ou plus démocrates. Il n'aime pas nécessairement leur idéologie démocratique ou romantique, mais il aime leur jeunesse, leur élan, leur enthousiasme, leur dynamisme. Et puis Groulx, qui était lui-même assez chétif, toujours malade. D'ailleurs, les grands écrivains sont toujours malades, puis ils meurent à 89 ans. Dites-moi pas ça. Alors, ils meurent à 89 ans. Ouais, bon. Il y a combien de très grands écrivains dont on a dit comme ça, oh, de santé fragile. Finalement, ces gens-là nous enterrent tous. Alors, donc, il avait ce milieu catholique triomphant dans lequel il baignait. Et puis, les catholiques plus libéraux, plus romantiques,
qu'ils lisaient parce qu'ils avaient du dynamisme, de l'entrepreneurship dans les idées. De la vitalité dans l'écriture aussi, sans doute. Oui. Alors, Gros a été pour ça un fondateur, un animateur, un leader de jeunes, parce qu'il était proactif, pour employer un affreux mot. Très affreux. Mais ce qui est frappant aussi, c'est à quel point jeune, on a l'impression qu'il connaît son destin, il sait qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie. En tout cas, quand on regarde, il y a son journal qui a été publié, et très tôt, dans son journal, on a l'impression qu'il sait où il s'en va. Puis j'ajouterais, cela dit, on parle de son milieu d'origine, de l'influence de l'ultramontanisme sur lui, mais il en développera une version bien personnelle, finalement. C'est-à-dire cet homme qui croit à la primauté de l'Église, cet homme qui croit finalement à la primauté de Rome, définira une vision du monde bien plus politique que religieuse, finalement. Tout le moins, ici, le catholicisme n'est pas absent de sa pensée. C'est une philosophie qui irrigue l'ensemble de sa pensée, pensée de l'incarnation, une pensée du concret. N'en demeure pas moins que son objet central de réflexion, ça sera le politique. Ce qui est quand même assez singulier quand on parle donc de l'empreinte du catholicisme chez lui. On devrait se rappeler qu'on peut lire Groulx sans le lire d'abord comme un catholique, même s'il fut d'abord un catholique. Il y a une grande marge entre être enseignant et se mettre à produire à la fois des réflexions sur l'histoire, des réflexions sur le pays. Qu'est-ce qui fait qu'il s'ouvre à ce point-là? Comment en vient-il à s'ouvrir et à vouloir saisir le monde? En fait, Groulx a d'abord choisi la vocation religieuse. C'est des personnes dans le clergé, ses supérieurs, qui lui ont demandé de se spécialiser en histoire. Groulx va d'abord considérer ça comme un défi, mais aussi rapidement une mission. Il va vouloir montrer les fondements spirituels de la nation canadienne-française à son petit peuple, comme qu'il l'appelait. Donc, on voit que rapidement, le double objectif, soit sa vocation religieuse et celle d'historien, vont être combinés dans la pensée et les actions de Lionel Groulx. Il faut rappeler aussi qu'avant même de choisir de devenir prêtre, il hésite beaucoup. Louis Veuillot est un de ses maîtres à penser, mais un autre, c'est le comte Charles de Montalembert. Et c'est un grand journaliste catholique. Et Groulx voudrait être un grand journaliste catholique. Il choisit finalement, il dit à la fin de son journal, « Religion et patrie, tels seront les deux amours constants de ma vie. » Voilà. Vous connaissez ça par cœur. Elle connaît son journal par cœur. Je suis impressionné. Parce que c'est un extrait que je trouve merveilleux, parce que je trouve très révélateur, qui est du 13 septembre 1897. Je ne vais pas la date. Quand même. Il a 19 ans et il dit « Je serai soldat ». Parce que, donc, la patrie est Dieu, mais la dimension militante est extrêmement claire tôt. Je pense que le Groulx jeune, c'est un Groulx qui piaffe de s'engager de n'importe quelle façon. Par l'écriture, finalement, il choisit d'être enseignant, mais c'est pas pour aller âner devant des élèves des choses qu'ils vont apprendre par cœur. Il veut en faire, il veut les montalembertiser, il veut en faire des jeunes engagés. Mais il faut voir, cela dit, il arrive à une période où le Canada français est particulièrement avachi. C'est-à-dire, quand on lit dans ses mémoires, il y a ce sentiment d'être dans un peuple un peu aplati, qui va jamais le quitter, qui va revenir à l'occasion. Il aura toujours l'impression que le peuple canadien-français est capable de s'élever pour s'avachir ensuite, pour s'aplatir ensuite. Donc, il arrive, lui qui se voit manifestement, qui se devine un grand destin, il arrive dans un peuple qu'il trouve avachi, vaincu, et très rapidement se convainc qu'il aura peut-être l'esprit, juste saurait insuffler l'esprit nécessaire pour réanimer ce petit peuple. Donc, une forme de tension, si je peux dire, entre des aspirations grandioses et le sentiment d'être dans un peuple de nouilles, dira-t-il quelquefois plus méchamment, mais plus fondamentalement, il y a ce sentiment le peuple canadien-français a besoin d'un surplus de volonté pour être capable de ressusciter, pour vivre, tout simplement. Si vous permettez, je vais vous lire un petit extrait tiré de l'anthologie écrit en 1938 qui explique justement cette tension sans arrêt entre la volonté de faire grandir le peuple canadien-français et ce peuple capable de grandeur, mais qui s'élève rarement à la hauteur de son destin. Exactement. Alors, l'extrait s'intitule « Ce qui nous tue ». Ce qui nous tue, ceci encore, je n'ai cessé de le redire, ce ne sont pas tant les coups ou la puissance de nos rivaux. Nous mourrons de notre anarchie intérieure, de notre individualisme forcené, de notre obstination insane à refuser toute solidarité nationale, à ne vouloir accepter que la solidarité des partis et la placer au-dessus de tout, solidarité morbide qui affaiblit, qui obnubile parmi nous tout sens national, qui nous plonge tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 5 ans dans une atmosphère de guerre civile. Hélas, qui ne le sait, nous avons 2 sports favoris.
théories qui nous font oublier les tâches vraiment solides et fécondes, qui nous arrachent le plus clair de notre argent et de notre enthousiasme, le hockey et les élections. On a coutume de dire, si les Canadiens français pouvaient prendre l'habitude de penser et d'agir nationalement entre deux Saint-Jean-Baptiste, si nous pouvions nous enthousiasmer pour quelque chose entre deux parties de hockey et deux élections. Oliver Asselin, dégoûté parfois de nos misères et de nos folies, disait du peuple canadien-français, sur sa tombe, on écrira cette épitaphe, « Si j'ai un peuple mort de bêtises ». Plus modéré, je crois que l'on écrira tout simplement « Mort de la danse de Saint-Guy, un soir de scrutin ». C'est violent. Oui, mais vous savez, qui aime bien châtie bien. Puis quand on cherche, beaucoup. Le général de Gaulle a écrit des propos très durs sur les Français. Les Français sont des veaux. Il était attaché à la France, mais les Français... C'est une phrase qui revient souvent. C'est parce que, c'est ça, la mission que Groulx se faisait, l'idée qu'il se faisait de sa mission... On pourrait dire la certaine idée qu'il se faisait pour rester dans le régime gaulien. Bon, alors il était forcément assez déçu de voir que, ben non, le peuple ne se levait pas en masse. Mais il ne perdait jamais espoir. C'est l'homme qui n'a jamais lâché. Puis à tous les 15 ans, à peu près, il s'adressait à la jeunesse. Ouais. Parce que la jeunesse d'il y a 15 ans ou d'il y a 30 ans n'avait pas tout à fait porté fruit. Alors, une autre jeunesse. Il parlait de son optimisme inguérissable quelque part dans ses mémoires. Et il y a cette idée, justement, que ce peuple, finalement, c'est une vertu qui lui prête, et on y reviendra, ce peuple qui jamais n'accède à la pleine existence, pourtant a une capacité, celle de survivre. Et c'est dans cette espèce d'esprit de survivance que chaque fois il cherche à fouetter les Canadiens français. Et c'est le bon terme d'ailleurs, il cherche à les fouetter, justement pour leur dire, vous pourriez faire beaucoup plus. Mais chaque fois on le voit, d'ailleurs même dans ses mémoires, c'est partout présent. Passage du désespoir, passage d'espoir, désespoir et espoir. Et plus encore quand on regarde ses textes des années 20, là c'est un moment d'espoir dans la pensée de Groulx, mais au même moment, on sent l'ombre, finalement, dans sa pensée du « se pourrait-il qu'encore une fois, ça échoue ». Oui, mais avant, justement, d'arriver aux années 20, je serais curieux d'entendre Marie-Pierre Luneau sur le Groulx jeune qui a envie de militer et puis qui croit dans certaines causes, très jeune, qui va écrire des romans et qui va être un auteur, assez rapidement, un auteur à succès. Et là, vous avez écrit un livre, je trouvais extraordinaire, Lionel Groulx, le mythe du berger, dans lequel vous montrez que Groulx, c'est un fin stratège. Il réussit, il est fin stratège pour se mettre un peu à l'avant-scène, mettre ses idées à l'avant-scène. Alors, comment il s'y prend? Il va publier combien de romans? Rappelez-nous un peu. Bon, je vais juste faire une prémisse. En fait, quand on parle de stratégie d'écrivain, ça fâche toujours. Non, ça existe. Ah non, Jean-Bart pourrait vous en parler. Et Mathieu Bocoté également. En fait, la stratégie suppose pas qu'il soit conscient de tous ses actes. Donc, c'est un peu comme jouer au tennis. On veut renvoyer la balle de l'autre côté, donc on n'a pas conscience de tout ce qu'on fait dans le détail, dans le mouvement. Reste que Lionel Groulx, on vient de le dire, c'est quelqu'un dont le moteur est l'engagement. Donc, s'il prend la plume, c'est pour écrire. C'est un écrivain engagé, avec les valeurs de son époque, ça on y reviendra, mais donc, nécessairement, il écrit pour être lu. Ceci dit, je suis pas là non plus pour le défendre, c'est certainement l'écrivain qui a le mieux compris comment fonctionnait le marché du livre avant les années 50 au Québec. Il faut se rappeler qu'au moment où lui il entre en littérature ou dans le monde du livre, il publie son premier livre en 1912 qui est Une croisade d'adolescents qui est loin d'être un de ses meilleurs livres. Rapidement, Les Rapaillages, un recueil de contes en 1916, et il a bien compris comment ça fonctionne. Il n'y a pas d'éditeur à l'époque qui peut prendre en charge la diffusion. Ça va aller plus tard dans l'histoire. Donc, nécessairement, c'est le modèle de l'auteur-éditeur qui domine. Il n'est pas le seul à faire ça. Sauf que lui, il y a un réseau. Il est très bon, il est excellent. Il y a un réseau de distribution dans les collèges classiques. Il met ses amis dans le coup. On voit ça très bien dans la correspondance. Il y a même l'abbé Wilfrid Lebon qu'il nomme littéralement son président de propagande. Donc, il vend là, ses livres à la douzaine. Donc, un excellent réseau de distribution. Il comprend l'importance de la critique. Donc, il y a des amis aussi un petit peu partout. Puis, il s'arrange pour qu'on parle de son livre, pas juste dans un journal, mais un peu partout dans toutes les villes. Donc, il fait ça systématiquement, rapidement avec Les Rapaillages. Et effectivement, on a dit que Les Rapaillages, c'était vraiment un best-seller pour l'époque. Un chiffre?
Au 20e siècle, ça a été imprimé à 65 000 exemplaires. Ce qui est encore de nos jours un très gros best-seller. Et encore plus avec ses romans, L'Appel de la race, entre autres. 1922. 1922, là, ça va bien parce qu'il y a une tribune. Il est à l'Action française et il prend pas mal de place. Hein. Il domine ce mouvement-là. Il faut dire que s'il prend cette place-là, c'est qu'il y a une place à prendre. Donc ça, faut comprendre aussi que les gens le reçoivent là, comme ça. Mais donc, il est à la tête d'une revue. Il a l'impression qu'il agit pour une cause et non pour vendre ses romans à lui pour faire de l'argent. Donc, il faut éviter de démoniser ça. Mais comme il agit pour une cause, le nationalisme, là, appelons-le comme ça, il va avoir l'impression qu'il peut un peu tout faire. Donc là, il va utiliser effectivement beaucoup de pseudonymes dans sa revue. Là, c'est important de dire qu'il a publié ce roman-là sous pseudonyme, à l'Appel de la race en 1922. Le nom, c'est... Alonier de l'Est. Il y en a eu plusieurs pseudonymes. Là. Il a vraiment fait appel aux pseudonymes. 22 pseudonymes. 22 pseudonymes, c'est énorme. Mais stratégie uniquement commerciale ou aussi également pour dans les années éviter, 20, les pseudonymes vont servir vraiment à faire la promotion de son œuvre. Donc, L'Appel de la race, effectivement, là, le roman est pour sortir en septembre, puis je pense qu'il commence à en parler dans la revue en mai, puis en juillet, puis donc il prépare le terrain. Puis ensuite, il assure la publicité, puis il dit on en a vendu 9000, etc. Donc, sous pseudonyme. Et sous pseudonyme aussi, là, il va y avoir une grosse polémique autour de ce roman-là. Il va aussi répondre sous pseudonyme. Mais ensuite, les pseudonymes, dans sa carrière, il va les utiliser. Il va dire que c'est un bon roman sous pseudonyme. Ah oui, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un troll sur les médias sociaux. C'est quand même spécial. Là, hein? Mais à l'époque, la critique n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. On parle souvent là, de critiques réclames. Les gens s'attendent à ce que ce soit des amis qui critiquent les amis. Donc, bon, mais disons qu'il franchit peut-être une étape de plus en parlant de ses livres. Et aussi pour ses identités empruntées. Comme c'est un prêtre, il en utilise parfois pour écrire des petits textes pas mal plus tranchants ou coquins que jamais Lionel Groulx, prêtre, ne pourrait signer. Des textes un peu polémiques. On parlait tout à l'heure de... Ça va être vrai pour les années 60, on y reviendra s'il y a lieu, mais on parlait tout à l'heure de cette espèce de découragement face au peuple québécois. Bien, ça apparaît vraiment dans les années 30, dans les textes sous pseudonyme. C'est là où il les traite de race de nouilles. C'est là où on va dire que nos politiciens sont des suivants, qu'on n'a pas de vrais chefs, etc. Donc, quand on compare là, dans l'Action nationale des années 30, les textes publiés sous pseudonyme, puis les textes écrits par Lionel Groulx, signés Lionel Groulx, il y a un écart rhétorique là, fabuleux. Alors, il était un peu schizophrène là-dessus, et c'était vraiment les deux parties de sa vision qu'il ne pouvait pas dire sous un même nom. Il n'y a rien de schizophrénique. En fait, c'est très cohérent, mais comme on disait, c'est qu'il ne peut pas aller plus loin que ça sous sa signature, à cause de son statut de prêtre, à cause de son rôle d'historien aussi. Bon, parlons-en justement. Il était historien. Comme historien, que nous a-t-il donné? Qu'a-t-il fait avec son œuvre d'historien? Je dirais, sur son œuvre d'historien, il y a différentes manières de la lire. On nous dit quelquefois propagandiste, on nous dit quelquefois chroniqueur de l'histoire. J'ai surtout l'impression qu'on se retrouve avec quelqu'un qui veut d'abord faire un travail, veut faire un travail d'historien, mais veut aussi faire un travail de conscience historique. C'est-à-dire, l'objectif est une réanimation de la conscience historique canadienne-française. Il y a toujours chez lui cette conscience très vive que l'histoire est, on pourrait dire, la première matière de l'identité nationale. Ce qui fait en sorte le récit chez lui n'est pas quelque chose qui arrive après. Il l'écrit dans la perspective d'une mise en récit censée réanimer, réactiver la conscience nationale canadienne-française, ce qui fait en sorte qu'il y a le sentiment, je crois, assez présent chez lui de vouloir faire œuvre. Nous ne sommes pas ici devant la figure contemporaine de l'historien spécialisé qui se spécialise sur l'usage de la virgule chez Balzac, mais nous sommes plutôt devant une figure qui a toujours une espèce d'esprit de synthèse. Il raconte l'histoire d'un peuple. D'ailleurs, chez lui, la figure du peuple n'est pas une figure problématique. L'histoire d'un peuple est une évidence chez lui. Donc, c'est ce qui fait en sorte, je me rappelle plus qui avait dit de lui, c'est un peu le Michelet des Canadiens français. Eh bien, il y a cette idée de donner un peu d'âme à cette masse pour la transformer en peuple par le récit historique. Peut-on dire que le projet précède l'œuvre historique, autrement dit qu'il soumet un peu l'histoire à cette vision et à cette volonté de constituer l'histoire d'un peuple? En fait, je pense que c'est important de séparer l'œuvre de Groulx avant la Deuxième Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre. Les œuvres qu'il a écrites avant les années 40, c'est vrai que c'est un style souvent assez pamphlétaire où on va voir son opinion et c'est surtout très vulgarisé pour que tout le monde puisse comprendre.
Mais... Sauf peut-être l'enseignement français au Canada. C'est un ouvrage, une monographie historique assez classique, il me semble, non? Qui publie dans les années 30. Et d'ailleurs, je pense que c'est sa thèse de doctorat en lettres ou en histoire. Peut-être une exception. Oui, voilà, c'est ça. Attention. Mais sinon, après les années 40, on voit beaucoup plus le souci d'objectivité. Je pense entre autres à son Histoire du Canada français où il exclut le « je » et le « nous ». Donc, je pense que son œuvre d'historien après les années 40, c'est beaucoup plus près de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un historien professionnel. Le Canada français missionnaire, qui est un livre qu'il publie en 1960, je crois, qui est une grosse brique pour un monsieur aussi âgé. C'était quand même assez impressionnant. Je mettrais juste, là, je comprends ce que dit Mathieu Bock-Côté quand il dit c'est un homme qui voulait mettre en récit. Il faut quand même voir que la carrière de Lionel Groulx d'historien commence avant la professionnalisation du métier d'historien. Donc, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, on se constitue au Québec, comme ailleurs, des historiens professionnels qui ne sont redevables, au fond, qu'à leur père. Hein? Leur carrière est redevable à leur père et non pas au grand public. Alors que la génération de Groulx, comme celle de Thomas Chappet ou de d'autres historiens, l'abbé Maheu, ils sont redevables au grand public. D'ailleurs, leurs cours sont donnés devant des grands publics, très souvent devant la bonne société montréalaise ou québécoise. Donc, c'était avant, et donc, c'était d'autant plus important d'avoir un récit vivant, clair, grand public. Il faut aussi lier ça, je pense, à la question de la spécialisation des genres après les années, après la Deuxième Guerre mondiale. Je suis pas certaine qu'avant la guerre, avant la Deuxième Guerre, l'histoire soit si dissociée que ça de la littérature. C'est ce que déplorait quelqu'un comme Marcel Trudel. Marcel Trudel, notre premier historien professionnel, il déplorait que ce soit si proche de la littérature, d'ailleurs. Mais je crois que si on veut comprendre le Groulx historien, il faut revenir à la vocation d'historien chez Groulx. Et la vocation d'historien chez Groulx, je crois, participe à la même vocation que sa vocation d'intellectuel national. Donc la vocation, chez Groulx, l'historien est une manifestation finalement d'une vocation plus profonde, qui est celle de cette mise au service de la patrie, de la nation telle qu'il l'entend. Il était entendu puisqu'il prêchait devant le public. Il était entendu par le public. Il avait une certaine résonance. Comment qualifier sa résonance? Comment était-il perçu par ses contemporains? Comment était-il discuté? Était-il contredit? Était-il louangé? Comment était-il dans la société? Je me lance. De son vivant, la grande controverse concernait la question nationale. Depuis sa mort, la controverse a peu touché ses options politiques, nationales ou constitutionnelles. On pourra en parler, les controverses parlent d'autres choses. Oui. Mais de son vivant, il était taxé d'ultranationaliste. Et puis, donc, il devait se défendre. Il était aussi taxé de séparatiste. Ce qui était à l'époque vraiment quelque chose d'indiciblement dangereux. Alors, il devait s'en défendre. Il s'en défendait en patinant et parfois en faisant plouf dans la patinoire parce que les écrits restent. Mais donc, la controverse avait lieu autour de ces sujets-là. Ben, je crois qu'il dit dans ses mémoires, mais ça traîne ailleurs, la figure de la controverse est très présente chez lui, par exemple, en 1927, lorsque, pour les 50 ans de la Confédération, c'est les 60 ans de oui. Donc, il fait le procès, puis même en 17, cela dit, il fait le procès de la Confédération. Il dit, on ne m'a jamais pardonné d'avoir transformé ce portrait en rose en catastrophe. Alors, on ne m'a jamais pardonné, finalement, dans une société qui, à ce moment-là, cherchait à tout le moins certaines élites, se rassembler autour du mythe de la Confédération. Il arrive, il dit non, c'est une catastrophe, et la conquête est une catastrophe aussi. Donc, il y a chez lui quelque chose, ces thèses d'historiens comme ces thèses politiques viennent casser une certaine unanimité des élites canadiennes françaises à l'époque. Ce qui fait d'ailleurs qu'il serait effectivement un personnage polémique, et on cherchera assez rapidement à le disqualifier dans le débat public, mais de la même manière, il va quand même marquer profondément la conscience nationale. C'est son rôle d'intellectuel engagé qui, au bout du compte, nous est parvenu. Oui, mais je pense, c'est pour ça que je dirais sur Groulx, il y a quelque chose qu'on doit voir, c'est qu'il se situe dans une histoire du nationalisme canadien-français. C'est-à-dire, après Mercier, le nationalisme canadien-français va être redéfini à partir d'Henri Bourassa à la manière d'un nationalisme pan-canadien. C'est le mythe du grand Canada, deux peuples fondateurs qui se rassemblent sur une nationalité politique commune. Et qui combat l'impérialisme britannique. Ben voilà, c'est-à-dire on va faire l'indépendance du Canada plutôt que l'indépendance du Québec. Donc, après Mercier, le nationalisme canadien-français devient canadien le temps d'une quarantaine d'années. Et après, au moment de la Première Guerre mondiale, on voit se redéfinir, au moment, avec la motion Franqueur, mais on peut parler simplement le fait que les deux peuples fondateurs ne se positionnent pas de la même manière par rapport à la guerre. Et à la conscription. Ben voilà. Groulx, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? C'est celui qui va rompre intellectuellement avec le grand mythe du nationalisme pan-canadien et qui va réactiver, dès les années
10, surtout à partir des années 20, qui va réactiver l'espace laurentien, c'est-à-dire le bassin laurentien, comme premier espace d'inscription du nationalisme francophone ou canadien-français. Donc, si on situe Groulx dans l'histoire intellectuelle du nationalisme québécois, dans l'histoire politique du nationalisme québécois, c'est l'homme d'une rupture profonde. C'est lui qui rompt avec Bourassa, bien qu'il va toujours chercher à relativiser cette rupture. Il rompt avec Bourassa, il rompt avec l'idée du Canada comme espace de déploiement naturel de la nation canadienne-française, et c'est lui qui marque la renaissance donc du Québec comme principale communauté politique des Canadiens français, et c'est lui aussi qui fait remonter à la surface de la conscience collective ce vieux rêve jamais abandonné de l'indépendance. C'est-à-dire Groulx n'est pas un indépendantiste militant au sens où on l'entend aujourd'hui, mais c'est lui qui, à partir de la fin des années 10 et surtout le début des années 20, fait remonter à la surface collective, de la conscience collective, une idée qui est celle de l'indépendance et qui va prendre une quarantaine d'années pour se transformer en projet politique. Donc voilà pourquoi quand on dit figure controversée, on comprend pourquoi. Il rompt avec toute une lecture qu'on est Canadiens-Français, même les nationalistes, de la situation québécoise et de leur inscription dans le Canada. C'était loin d'être un homme naïf, donc il savait très très bien ce qu'il faisait au moment où il le faisait. Je crois qu'il y a une conscience du conflit chez lui, je crois même qu'il peut le chercher à l'occasion. Manifestement, ce n'est pas un homme qui se définit dans le consensus. Et là, justement, c'est important de rappeler que ces fameuses années 20, où il y a cette rupture, c'est les années où il dirige, vous l'avez évoqué rapidement, la revue L'Action française, qui est une revue de combat qu'il dirige de 1920 à 1928. Et cette revue-là, il va diriger un dossier très important, et j'aimerais vous entendre un peu là-dessus. Je pense que vous avez un peu, mais il y a des éléments dans son nationalisme qui débordent aussi la question du statut du Québec. Il va diriger un numéro qui va être Notre avenir politique en 1922. Comment on pourrait résumer, qu'est-ce qui ressort de ce fameux, qui a été cité par vos jeunes indépendantistes des années 30, dont vous parlez, Mathieu Noël, qu'est-ce qui est au cœur de ce dossier, Notre avenir politique? En fait, c'est une enquête annuelle menée pour étudier, selon Groulx et les autres membres du comité de rédaction de la revue, la Confédération canadienne se dirige vers un échec. On est après la conscription, on est dans ce contexte-là. Grande déchirure. Oui, exactement. Ici. Ça va être un éclatement de la Confédération et les Canadiens français doivent se préparer en conséquence à prendre leurs responsabilités. Par contre, donc, c'est les différents enjeux de l'indépendance qui sont étudiés. Par contre, c'est important de préciser que tant Groulx que les autres membres du comité de rédaction de la revue ne veulent pas participer à l'éclatement de la Confédération. Ce qu'ils veulent à ce moment-là, c'est seulement que les Canadiens français se préparent à prendre leurs responsabilités. Mais par prendre leurs responsabilités, c'est un peu flou, ça. Je ferai quelques nuances ici quand même. Il y a dans les textes qui sont repris dans 10 ans l'Action française, mais dans Notre avenir politique, il y a l'idée, je crois qu'il évoque, je ne sais pas exactement, mais ce vieux rêve qui n'a jamais quitté la conscience collective, qui est, c'est pas conscience collective, mais d'un État français indépendant. Et il pose ça comme une espèce d'horizon moral, presque à la manière d'un horizon politique. Évidemment, il ne s'inscrit pas sous le signe du principe des nationalités, c'est un catholique de ce point de vue, ça compte, mais il se lance dans des calculs géopolitiques incroyables pour finalement espérer que de ces calculs géopolitiques, l'éclatement, il évoque quelquefois celui de l'Empire, du Canada, et ainsi de suite, pourrait surgir finalement l'indépendance politique. Ouais. Donc, il n'y a pas chez lui une théorie du droit d'autodétermination des peuples, mais il y a l'idée qu'il faut une préparation. Il va dire, par exemple, je ne crois pas que l'indépendance sera faite par ces mouvements de jeunes, donc qui reviennent souvent. Il dit donc faut se préparer de manière technique, politique, économique, sociale, développer une élite professionnelle prête à porter finalement l'idée de l'indépendance. Mais ce qui est certain, c'est que l'idée de l'indépendance n'est pas qu'une tentation chez lui. C'est un horizon et qui va être présent, à mon avis, dans les années 20, qui sont les années les plus intéressantes chez Groulx, ce que dira d'ailleurs Guy Frégault lorsqu'il relira Groulx avec Lionel Groulx tel qu'en lui-même. Les années les plus intéressantes, pourquoi? Parce que c'est à ce moment que Groulx s'avoue finalement comme penseur politique. Et on se retrouve à ce moment-là, on connaît tous les dérapages de Groulx sur d'autres questions, on connaît les ondes d'ombre autour de sa pensée, on y reviendra, mais pas trop parce que c'est accessoire, j'imagine, mais sur la ligne de fond, on voit un penseur politique, et c'est assez rare dans l'histoire du Canada français qu'on ait une pensée du politique aussi développée sur nos rapports avec le Canada et sur ce que pourrait vouloir dire un nouveau statut politique pour le Québec. Il y a deux éléments sur lesquels je voudrais juste m'attarder un petit peu, Jean. D'abord, la question de l'économie, justement. Est-ce que j'ai tort de penser qu'il me semble que dans notre avenir politique, de ce que j'en connais, dans ce fameux dossier de 1922, la question économique est très, très importante. Hein? L'idée que l'infériorité des Canadiens français n'est pas seulement politique, n'est pas seulement une question de régime politique, c'est très important, c'est au cœur du dossier, mais aussi économique, déjà. Oui. Et là, alors que dans notre mémoire collective, pour nous, ça c'est vraiment, on découvre ça avec la Révolution tranquille. Vrai, oui. Or, notre avenir politique, c'est au cœur. Oui, c'est ça, parce que le contexte, encore une fois, la bonne vieille chronologie nous aide beaucoup. Les hautes études commerciales dont on a parlé ces temps-ci, pour des raisons identitaires, ont été fondées en 1910.
Et c'est une pépinière de nationalisme. Elles ont été fondées en particulier pour former une relève économique canadienne-française. Il y a Esdras Mainville qui y enseigne, il y a Édouard Montpetit, il y a Victor Barbeau, il y a François-Albert Anger qui y étudie. Gros, il a enseigné 5 ans. Il y a un certain Gérard Parizeau, le père de Jacques, qui étudie à ce moment-là. Le père de Jacques. Ouais. Jacques, bien sûr, il étudiera et il enseignera. Ouais. C'est le milieu. Oliver Asselin, dans les années 20, travaille dans le milieu économique. Les nationalistes ne sont pas du tout préoccupés juste de questions juridico-constitutionnelles ou juste avec une lyre, une mandoline et des parchemins pour faire des poèmes d'amour à leur patrie. Hein. Je pense que c'est Gros qui a écrit de façon assez lapidaire « La question nationale est une question économique ». Donc, de toute façon, il avait bien sous les yeux, c'est l'époque où l'émigration des pauvres Québécois peu prospères vers les États-Unis ne cessait pas. Depuis 1870, il y avait quelques petites pauses. Ça va arrêter avec la crise. Oui, ça arrêtait en 29. Il avait ça sous les yeux. Il vient de la terre, lui. Il vient du Suroît. Il sait ce que c'est. Il vient pas de Sillery ou d'Outremont. Alors, c'est tout à fait visible devant ses yeux. Il a enseigné à des gens qui étaient à peine habillés à Valleyfield. Il comprend ce que c'est, ces réalités-là. Et puis, il sait très, très bien qu'un peuple qui n'a pas une certaine aisance matérielle ne pourra pas arriver bien, bien loin en plastronnant des beaux idéaux patriotiques. Alors pour lui, c'est absolument indissociable. Le relèvement. Je pense que c'était une autre contribution importante à l'époque. Et ça passe aussi beaucoup à ses yeux par l'éducation d'un peuple. Il était enseignant, il était éducateur aussi. Il fait la différence entre les deux. Et enseigner, c'est une chose, mais éduquer, c'est élever un peuple. C'était très important à ses yeux. Oui, alors vous avez les racines latines que Gros avait aussi. Ça veut dire conduire vers quelque chose. Oui. Prêtre, historien, éducateur, militant nationaliste, c'était difficile à désimbriquer chez lui. Hein. Ce qui semble étonnant et qui a beaucoup nuit à Gros, c'est que son engagement même aura conduit jusqu'à un certain point à cette révolution tranquille qu'il a en même temps balayée. Qui l'a un peu évacué, c'est-à-dire qui a créé les moyens de l'évacuer, qui a créé les gens jusqu'à un certain point. Que s'est-il passé? Parce qu'on voit qu'il accueille entre autres le rapport Parent, des trucs comme ça, avec une figue mes raisins, qu'il voit la modernisation du Québec avec un certain... Mais ce sont les deux pans de la Révolution tranquille, c'est-à-dire il y a la Révolution tranquille comme émancipation sociale et la Révolution tranquille comme émancipation nationale. J'ai quelquefois l'impression qu'aujourd'hui on se rappelle de la Révolution tranquille seulement comme émancipation sociale, et c'est manifestement quelque chose d'indispensable. C'est un moment d'authentique émancipation, mais l'émancipation nationale, elle, se prépare depuis les années 20. On a quelquefois l'impression que la Révolution tranquille a deux genèses possibles. Soit elle naît de rien, ou encore elle naît des années 50, des élites modernisatrices qui ont été étudiées à Paris, à Washington, à New York, qui reviennent avec des idées modernisatrices plein la tête qui veulent transformer le Québec. Mais l'émancipation nationale, le maître chez nous est un slogan qui n'est pas inventé en 1962. Non. Ça traîne avant dans l'œuvre de Gros. Duplessis lui-même va l'évoquer à un certain moment. Autrement, en restons maître chez nous, comme si on l'était déjà. Mais les origines nationales de la Révolution tranquille, on a parlé récemment des origines personnalistes de la Révolution tranquille. Elle a aussi des origines nationalistes et elle se trouve justement dans le travail de l'Action française des années 20 et ensuite de l'Action libérale nationale des années 30. Donc de ce point de vue, Gros peut être considéré, et là c'est une parole d'hérésie, mais comme un des pères fondateurs de la Révolution tranquille. Va-t-il l'embrasser dans toutes ses dimensions? Bien sûr que non, mais manifestement l'une de ces dimensions qui était vécue comme existentiellement importante dans les années 60, Gros ne fait pas partie de ceux qui s'en désolent exagérément. Oui, ça vaut la peine. On est en 1922, on revient à cette enquête. Il écrit « Le seul choix qui nous reste est celui-ci », Lionel Gros, 1922, « ou redevenir les maîtres chez nous, ou nous résigner à jamais aux destinées d'un peuple de serfs. » Donc, le maître chez nous, c'est bien, c'est 1962, mais bien avant. Le maître chez nous qui est associé au projet de nationalisation de l'hydroélectricité, qui est un projet qui était porté à sa manière dans les années 30 d'une autre manière. Bien sûr. Donc, c'est assez intéressant quand on s'intéresse à Gros de voir qu'on se trouve ici derrière les origines nationalistes occultées de la Révolution tranquille. Pourquoi est-ce occulté? Parce qu'on a reproché, je sais que vous ne voulez pas en parler, Mathieu. Je ne veux pas en parler. Il a eu pendant un certain temps une odeur de soufre pour les baby-boomers, Lionel Gros. Je sais que moi, né au début des années 60, il a été complètement évacué de l'enseignement que j'ai reçu. Nulle part il était. Nulle part. Donc, les enseignants baby-boomers que j'ai eus ne voulaient pas le mettre à l'ordre du jour. Alors, pourquoi, qu'a-t-il dit, fait, pourquoi a-t-il été détesté à ce point par une frange de la population? D'abord, il y a des raisons qui tiennent à la
psychologie humaine dans ses côtés un peu faibles. Lorsque des réformateurs procèdent à des réformes, il est bien bon pour leur orgueil de s'imaginer être les pionniers. Et puis, c'est un petit peu plus... alors, plutôt que de dire « nous avons eu les devanciers, nous avons eu les gens avant nous », c'est beaucoup plus agréable de se dire « nous avons créé ceci, nous avons créé cela ». Alors, les révolutionnaires tranquilles, les Paul Gérin-Lajoie, Jean Lesage, Claude Morin, Jacques Parizeau, cette génération spontanée, Fernand Dumont, etc., eh bien, c'est beaucoup plus intéressant pour eux de se dire « nous avons créé le Québec moderne ». Au fait, où étaient-ils allés au Collège classique? Qui leur a enseigné? Quels livres ont-ils lus avant, soudainement, à 35 ans, de devenir hauts fonctionnaires et de créer Hydro-Québec nationalisé, la Régie des rentes et les délégations du Québec à l'étranger? Ça leur était tout venu à l'idée depuis le 22 juin 60. Mon Dieu, c'était assez rapide. Donc, il y a cette tendance... Il y a de l'ingratitude là-dedans. Ouais, il y a cette tendance humaine à l'ingratitude qui, au fil des années, en général, avec la maturité et la sérénité, se corrige. Et il y a plus que ça. Juste me permettre sur ça un court mot. La diabolisation de Groulx, parce qu'il y a eu de diabolisation, ne date pas des années 60, non plus 70, ça date des années 90. Ça arrive assez tard. Groulx, dans les années 60, 70, 80, n'est certainement pas vu comme une figure à laquelle on s'attache spontanément. Mais ce n'est pas encore un historien diabolisé d'aucune manière. René Lévesque, je crois, à la fin des années 70, va poser une plaque où, je cite de mémoire après, il dit de Groulx qu'il leur donnait de l'épine dorsale à un peuple qui en manquait. Il y aura des propos, finalement, d'une grande tendresse envers Groulx jusqu'aux années 90. Quand, finalement, on décide de le relire, et c'est inévitable de le mentionner, on décide de relire Groulx, non plus à partir de ce qui structure son œuvre, des thèses fondamentales qu'on y retrouve, mais de certains passages plus sombres, plus malheureux, qui relèvent d'une autre époque, manifestement. On a parlé de la question de l'antisémitisme. On va en parler clairement. On va en parler clairement, mais il faut se rappeler que c'est lire l'œuvre à partir de sa périphérie. C'est une méthode de lecture Justement, Mathieu, je pense que c'est une façon de l'aborder, mais abordons-le de front. Par exemple, je me souviens du grand spécialiste de Groulx, qui est Pierre Trépanier, disait l'antisémitisme. Par exemple, prenons l'antisémitisme, le versant le plus sombre disons, de la xénophobie. Bon. Il dit l'antisémitisme, dans le nazisme, imaginons une cathédrale qui est le nazisme, prenez l'antisémitisme, vous enlevez le bloc antisémitisme, toute la cathédrale s'effondre. Bon. Dans l'œuvre de Groulx, vous enlevez le bloc antisémitisme, tout reste. C'est pas un aspect... je trouve que c'est une belle image et c'est pas un aspect qui est fondamental. Il y a des passages. Parce que dans la mémoire collective, Jean, on va en parler, mais dans la mémoire collective, je le dis parce que antisémitisme mène forcément aux chambres à gaz, il y a l'extermination de 6 millions de personnes. Or, il y a un antisémitisme, appelons-le soft, dans les années 30, qui est très présent, absolument. C'est pas du tout pour qui est même partagé par quelqu'un comme Pierre Elliott Trudeau, comme on a vu dans sa biographie, qui va écrire une pièce en 1938, Les Dupés, où finalement les Dupés, c'est les Canadiens français qui s'en vont acheter chez les Juifs. Les Juifs il y a un problème juif. Et puis les Juifs, on sait bien, etc. Donc, enfin, il me semble que chez Groulx, c'est un aspect sombre, détestable, qui est très répandu, mais c'est pas le cœur. Mais Xavier? Oui, ben c'est ça. Le décompte a été fait, et malheureusement, je n'ai pas, comme la professeure Luneau, le don d'une mémoire parfaite, mais il doit y avoir, je sais pas, 18 passages, en tout et pour tout, dans l'œuvre de Groulx, y compris sa correspondance privée. 11 500 pages et 14 000. Oui, les questions des Juifs. 18, c'est peut-être 11, puis c'est peut-être 24. Mais voyez-vous ce que je veux dire? Et plusieurs de ces passages-là sont élogieux. Au sujet des Juifs, au sens où eux se tiennent. Parce que eux autres se tiennent de Il a même comparé les Canadiens français aux Juifs. Oui. Alors, je ne veux pas, moi non plus, éliminer ou minimiser. La table est mise, puis parlons-en, mais juste garder les choses en perspective. Et que si on réalisait avec le même scrupule les propos de Franklin Roosevelt sur les Canadiens français, de Winston Churchill, de plusieurs très grandes figures qui ne sont pas des bigots ou des gens mesquins, on verrait des propos qui nous gênent aujourd'hui. Alors, rien à cacher. Durant les années 30, McGill interdit aussi aux Juifs l'accès. Oui. Moi, je veux qu'on en parle. Manifestement, on n'échappe pas au sujet. Non, parce que, si je peux me permettre un petit élément biographique, au moment où j'ai étudié Groulx, moi, pour la maîtrise et pour le doctorat, c'était en plein dans les années 90. Et c'était impossible à ce moment-là d'avoir un discours non hystérique sur Lionel Groulx. Donc, c'est vraiment réjouissant de voir des jeunes historiens qui s'y intéressent de façon un peu plus objective. Ceci dit, il y avait une presse fasciste. Comment ça se fait que Groulx publiait pas dans cette presse fasciste-là? Donc, je me disais aussi,
s'il y avait eu des propos antisémites à tenir, il les aurait tenus sous pseudonyme. Donc, je les ai tous lus, les textes sous pseudonyme. Effectivement, il y a un passage dans tous ces... Il a écrit 176 textes sous pseudonyme. Il y a un passage, puis j'aimerais le citer. C'est dans les années où Groulx est vraiment le plus découragé, en tout cas dans la lecture que je fais de cette trajectoire. On reparlera des années 60 puis de sa réaction à la Révolution tranquille aussi. Et donc, dans cet article, il dit « L'antisémitisme, non seulement n'est pas une solution chrétienne, c'est une solution négative et niaise. » Bon. C'est sûr que son catholicisme l'empêche d'être antisémite. Mais dans le même article, il dit, c'est exactement ce qu'on disait, pour lui, à un moment donné, les Juifs deviennent une espèce d'exemple parce qu'effectivement, ils achètent chez eux. Et donc, il dit, nous ne donnerions même pas aux nôtres ce mot d'ordre, n'achetez pas chez les Juifs. Nous dirions simplement aux clients canadiens français, faites comme tout le monde, faites comme tous les autres groupes ethniques, achetez chez vous. Et là, passage. Donc, pour vous dire, quand même, il faut aborder de front la question. De Juifs, il ne resterait plus ici que ce qui pourrait subsister entre soi. Le reste aurait déguerpi, se serait forcément dispersé pour chercher sa vie en d'autres occupations que le commerce. Il accepte mal que les Juifs dominent la question économique qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, au détriment des... Bon, mais c'est pas une grande ouverture à l'autre, mais il faudrait aussi parler de ce qu'il dit des Amérindiens, puis de son rapport avec les anglophones. L'appel de la race, c'est un rapport qui dit on ne doit pas se marier avec des Anglais parce que ça va être la détermination. Bon, mais c'est toute une époque qui pense comme ça. Voilà, c'est voilà pourquoi je crois qu'on peut dire de ces passages malheureux de Groulx, que c'est une page noire dans l'œuvre. Mais ce n'est qu'une page. Alors voilà, quand on regarde l'œuvre, puis le problème est le suivant. On a cette idée aujourd'hui, quelquefois, on retourne vers les œuvres du passé, et on ne les lit plus avec l'empathie minimale pour comprendre quelque chose, on les lit avec une espèce d'esprit de détective. On veut trouver les traces de culpabilité. Avec nos valeurs d'aujourd'hui. Avec nos valeurs d'aujourd'hui, mais alors on regarde le texte d'hier et on évacue quelquefois les thèses les plus fondamentales. On évacue la contribution positive ou négative d'une œuvre à la culture. On s'y tourne simplement pour faire un rapport d'enquête, un rapport d'inspecteur avec l'idée suivante de dire « Ah! J'ai trouvé le passage compromettant. » Pourquoi voulait-on faire ça avec Lionel Groulx? Pardon? Pourquoi voulait-on faire ça avec Lionel Groulx? J'ai une hypothèse là-dessus. Absolument. C'est vrai. Commençons par vous. Parce que Groulx, c'est le roc. Groulx, c'est l'homme de la fidélité. Groulx, pendant 70 ans, n'a jamais dévié, n'a jamais lâché, n'a jamais renoncé, n'a jamais ambivalé, n'a jamais abandonné. Il a toujours été fier de sa patrie. Il a toujours été un professeur d'énergie nationale. Donc, si on ternit ou on déboulonne Groulx, oh là là, il y a un sérieux effondrement. Alors, c'est comme un roc, et si lui... on sape à la base. Cela, l'enjeu Groulx, ce que j'appelle souvent l'enjeu Groulx, lorsqu'on s'intéresse à sa figure, c'est qu'il est devenu emblématique de l'acceptation modérée et critique ou du rejet radical du passé canadien-français. Le nationalisme boomer, le nationalisme de la Révolution tranquille, c'est quelquefois voulu comme naissant en 1960. Il n'a pas d'ancêtre, on en parlait tantôt. Eh bien, Groulx, si on décide de le lire avec un minimum d'empathie, on constate qu'il y a vieux nationalisme québécois, pré-révolutionnaire tranquille, qui manifestement a inspiré même les révolutionnaires tranquilles. Donc l'enjeu Groulx, c'est l'enjeu de notre capacité à nous réconcilier ou non avec la mémoire canadienne-française. Si nous acceptons de nous réconcilier, ne serait-ce qu'une manière critique avec Groulx, eh bien voilà que la Révolution tranquille, si elle demeure un moment fondateur, n'est plus un moment qui abolit ce qui la précède. Inversement, si Groulx demeure la figure diabolisée, eh bien ça permet de dire, nous ne voulons plus de ce passé. Et je crois que Gilles Courtemanche disait... Il y a quelques années, il y a deux figures du nationalisme. Il y a Lionel Groulx, qui est la figure du nationalisme exclusif, ethnique, rétrograde, réactionnaire. Il y a René Lévesque, figure d'ouverture, d'inclusion civique et territoriale. Eh bien, Courtemanche aurait dû relire les premières pages d'Option Québec de René Lévesque, où on voit un nationalisme groulxien. Tout simplement, il n'y a pas d'autre manière de dire les choses. Autrement dit, la figure de Groulx est devenue emblématique de la rupture ou de la continuité dans notre rapport au passé canadien-français. Est-ce un passé que nous pouvons assumer? Est-ce un passé que nous devons liquider? Voilà pourquoi on en revient toujours à Groulx, même chez ceux qui ne le lisent pas. On en revient à Groulx, sauf qu'il a été évacué. Bon, les jeunes historiens commencent à l'étudier, mais il a été quand même évacué de la mémoire collective depuis 40 ans, à toute fin pratique. C'est quoi l'héritage qui reste de Groulx
dans la société québécoise? Est-ce qu'il a percolé, malgré tout? On demande, si on fait un micro-trottoir et qu'on demande c'est qui Lionel Groulx, encore une fois, on va se faire dire une station de métro, hein? Pas d'autre chose. L'héritage littéraire, on pourrait en parler. Parlons-en, mais l'héritage littéraire... Le professeur de lettres en parlerait avec plus d'éloquence. Si on accepte d'ouvrir la définition de littérature aux mémoires, par exemple, on n'en a pas beaucoup parlé. Et ça prend un peu de courage pour traverser les mémoires parce que c'est 4 Mais il n'aime pas parler de lui, dit-il. Oui, mais 1500 pages. Il est vaniteux comme tous les modestes. Il y avait une anecdote à propos de Groulx, je ne sais pas si c'est vérifié, mais la légende disait qu'il avait l'habitude d'aller vérifier quand il était invité quelque part si les livres dans la bibliothèque, ses livres à lui, étaient tranchés. Il se googlait lui-même. On fait tous ça. Aujourd'hui, les livres sont toujours tranchés. Oui, mais on ne pourrait pas le savoir. On peut savoir s'ils sont lus. Mais donc, pour en revenir aux mémoires, c'est effectivement un document. En tout cas, c'est sûr qu'il faut être un peu curieux. Essayer de faire lire l'appel de la race aux étudiants, c'est assez complexe parce qu'à cause de la thèse qui ici est présente, évidemment, des œuvres comme Maria Chapdelaine traversent mieux le temps. Maintenant, si on accepte d'être un peu curieux, de se dire qu'il nous a laissé des documents historiques importants, les mémoires, par exemple, c'est un document fabuleux avec ses 4 volumes. Chemin de l'avenir, je ne sais pas si on va en parler, mais le mettre en rapport avec les insolences du frère Untel, on a 2 paroles de Claire, c'est vraiment extraordinaire. Immense best-seller des années 60, Les insolences d'un frère Untel. Je crois qu'on peut poser la question de l'héritage de manière un peu moins pudique, on me pardonnera, c'est-à-dire sur le plan politique. Le Parti québécois, qui a été le parti nationaliste pendant la Révolution tranquille, les souverainistes d'aujourd'hui, les nationalistes, héritent-ils, malgré eux, de Lionel Groulx, de son œuvre nationale, je veux dire, de son travail d'historien, d'intellectuel nationaliste? Et de ce point de vue, la réponse est un oui, à condition de savoir que c'est un oui occulté. C'est-à-dire, les nationalistes n'ont pas voulu de cette filiation, n'ont pas voulu de cet héritage. Les souverainistes. Oui, j'entends les souverainistes tels qu'on les a connus, sauf René Lévesque, encore une fois. Claude Morin. Je pense que si on se tourne même vers Jacques Parizeau, il ne reniera pas cet héritage, à tout le moins il ne reniait pas celui de François-Albert Béranger. Mais c'est un héritage chez les souverainistes 2e génération, ceux qui n'ont pas fondé le Parti québécois, mais qui s'y sont ralliés. La génération Baby Boomer. Alors, chez eux, c'est un héritage occulté, si je puis dire. Ils ne savent pas que Groulx a laissé une empreinte sur eux. Mais je donnerais tout simplement l'exemple du nationalisme économique au Québec, qui demeure encore quelquefois une boussole intellectuelle et politique pour comprendre notre économie, pour comprendre l'action de la Caisse de dépôt, pour comprendre Hydro-Québec et ainsi de suite. L'idée, un jour, du nationalisme économique trouve peut-être pas son origine chez Groulx, mais trouve certainement une intuition et une impulsion chez Groulx. Donc, si on se tourne vers l'héritage national de la Révolution tranquille, eh bien, on voit que l'empreinte grouxienne est là. La question n'est pas d'en faire celui qui est à l'origine de tout. La question n'est pas de le sacraliser après qu'on l'ait diabolisé. Mais ça, c'est pas l'idée. Je connais personne aujourd'hui qui se dirait grouxien militant, grouxien de stricte obédience, mais je vois... Mais reconnaître à Groulx ce qui appartient à Groulx. C'est-à-dire c'est un héritage qui a laissé une empreinte collectivement, et je dirais peut-être même surtout sur la conscience collective. Les Canadiens français ont une conscience collective dévastée lorsque Groulx s'intéresse à cette question, et il va quand même réussir à réanimer un peu le sentiment d'identité nationale à un moment où il en avait besoin. Et là, je pense qu'on pourrait ajouter aussi, peut-être que l'appel de la race a vieilli. Mais directement un peu moins. Mais ceci dit, c'est un essayiste de talent, quelqu'un qui avait du souffle. Et je vais vous citer juste la fin de son grand discours de 1937 devant le Congrès de langue française, un discours qui avait été très, qui avait suivi une grosse polémique et qui a qui a beaucoup de verve. Je vous lis juste la conclusion. J'espère, il termine ce long discours qui s'intitule « L'histoire gardienne vivante des traditions ». J'espère avec tous les ancêtres qui ont espéré, j'espère avec tous les espérants d'aujourd'hui, j'espère par-dessus mon temps, par-dessus tous les découragés. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, notre État français, nous l'aurons. Nous l'aurons jeune, fort, rayonnant et beau foyer, spirituel, pôle dynamique pour toute l'Amérique française. Nous aurons aussi un pays français, un pays qui portera son âme dans son visage. Les snobs, les bonententistes, les défaitistes peuvent nous crier tant qu'ils voudront « Vous êtes la dernière génération des Canadiens français ». Je leur réponds avec toute la jeunesse « Nous sommes la génération des vivants, vous êtes la dernière génération des morts ». C'est un discours très fort. C'est très, très fort, mais il s'est trompé.
Il s'est trompé. Est-ce que jusqu'à un certain point, Mais chaque génération nationaliste au Canada français est toujours persuadée d'être la dernière. Ça, on peut voir ça quand même chez Jean-Marc Léger, ensuite chez Michel Brunet, un peu moins, parce qu'il a un tempérament assez combatif. Mais les nationalistes canadiens français ont toujours l'impression que s'ils ne font pas un effort surhumain, ça risque de s'effondrer dans quelques années. Ce qui fait en sorte, je dirais, que c'est de ce désespoir et de ce pessimisme que naît la possibilité de la survie de la nation, parce qu'à chaque fois, il y a une réalité, c'est la précarité de la condition canadienne-française ou québécoise, on dit aujourd'hui en Amérique. Eh bien, chaque fois, le sentiment de cette précarité, le sentiment que nous sommes au bord du gouffre, fait en sorte qu'on ne tombe jamais, d'une certaine manière. Voilà pourquoi, à sa manière, Gros, qui, comme je le dis, on peut le reprocher plein de choses, on peut le trouver ennuyant souvent, on peut certainement pas... Ce n'est pas l'unique penseur dans l'histoire canadienne-française, mais voilà quelqu'un qui, à un moment où la nation avait besoin d'un coup de fouet, lui en a donné deux. Est-ce que, jusqu'à un certain point, il n'y a pas dans l'espèce de façon dont on l'a évacué sa foi qui posait problème aussi, dans un Québec qui voulait se débarrasser. C'était gênant, cette fois-là. Oui, et on l'a vu, je crois, durant la Révolution tranquille, parce que s'il aime bien le versant de nationalisme économique, et ça, je pense, ça n'a pas été retenu dans la conscience collective, que Groulx a approuvé la nationalisation de l'hydroélectricité en 62, il a approuvé tout ça. Chaudement. Chaudement. Il a même parlé de la fin du colonialisme économique. Il a fait sien le vocabulaire de l'époque là-dessus. Mais il a condamné tout ce mouvement de révolution culturelle, de sécularisation. Et là, il y a des mots très, très durs. Il va même mentionner avoir l'impression d'avoir raté sa vie à ce moment-là, dans les années 60, parce qu'il voit la fin de l'action catholique. Et ça marque en même temps la fin de la société traditionnelle canadienne-française comme qu'il la voyait et qu'il la percevait et qu'il voulait l'enseigner aux Canadiens français. Rappelons que sa mission, à la base, c'était de montrer le passé spirituel aux Canadiens français. Ce qu'on appelle le messianisme canadien-français, de montrer, de propager cette bonne nouvelle catholique en Amérique. Exactement. Donc là, c'était la fin... Parce qu'au cœur de cette identité canadienne-française, aujourd'hui, on dit être québécois, c'est parler le français, mais pour Lionel Groulx et pour sa génération, c'était être un catholique. C'est à ce moment qu'il vieillit mal, peut-on dire. C'est-à-dire le tournant des années 60, que certains prendront assez bien, finalement. Ils vont comprendre que l'émancipation sociale des années 60 n'est pas que dégénérescence, déclin et décadence. À ce moment, Groulx vieillit mal, et quand on parle des chemins de l'avenir, qui est un de ses derniers ouvrages, peut-être même le dernier. Oui, 64. Un des derniers. À ce moment, Groulx fait partie du clan des Grincheux. Les Grincheux n'ont pas toujours tort, mais manifestement, le meilleur de Groulx a déjà été livré. C'est le dernier témoignage d'un homme. Le meilleur, il y a 85 ans. Voilà, évidemment, ce que je veux dire, c'est que c'est le témoignage d'un homme qui appartient désormais à une autre époque et qui survit dans une nouvelle époque. C'est là où ça paraît le plus que c'est un homme du 19e siècle. Et je pense effectivement que pour les baby boomers, un livre comme Chemin de l'avenir, ça pouvait être... Ça ne passait pas. Ça ne pouvait être interprété que comme un livre totalement réactionnaire. Ceci dit, il y a eu 7000 exemplaires vendus la première année. Donc, on a voulu réagir à ce livre-là. Mais effectivement, Groulx le dit, il s'était promis à ce moment-là de ne plus écrire parce qu'il se trouve un vieux croulant. Il joue beaucoup sur cette image-là dans Chemin de l'avenir. Malgré ça, ça le fait sortir de sa retraite et il décide de publier. Mais je dois dire que quand même, le passage que cite Xavier dans son livre, où il parle, on est préféré... c'est loin d'être fini, parce qu'avec Groulx, c'est pas du tout fini. À la prochaine. Nouvelle vague.